seconde vidéo, nous allons vous parler des impacts des mesures prises pendant la crise sanitaire, que nous avons d'ailleurs abordé dans la vidéo précédente. Pour cela, nous avons interviewé plusieurs intervenants qui ont accepté de répondre à nos questions, et ce vis-à-vis de la frontière franco-espagnole, franco-allemande, mais aussi vis-à-vis de l'Union européenne. Bon, là, en tant qu'habitante de régions frontalières, je dois dire que ça a été vraiment désastreux en termes de communication. Même si, là aussi, j'insiste pour dire ce sont bien les États membres qui ont décidé de la fermeture des frontières. Hein. Moi, la frontière avec l'Allemagne, elle a été fermée parce que les Allemands se sont levés un matin et ont décidé de fermer les frontières. Et ça a été vécu très douloureusement. Et dans l'esprit des gens, c'est l'Europe qui a fermé les frontières. Pourtant, eh bien, l'Union européenne, que ce soit le Parlement, que ce soit la Commission européenne, eh bien, sont montés au créneau très vite. Je vous rappelle que la pandémie a eu lieu, s'est développée chez nous à partir du mois de mars. Vous savez, par exemple, que la France accueille beaucoup de travailleurs saisonniers pour travailler, notamment dans le secteur des fruits et légumes. Et donc, l'Europe, très vite, est montée au créneau et a mis en place ce qu'on appelle des couloirs verts pour permettre, eh bien, malgré la fermeture des frontières, aux marchandises et aux travailleurs frontaliers de circuler. Nous avons aussi voté un certain nombre de résolutions, et là c'est le Parlement qui est monté au créneau pour dire que le Parlement était inquiet par rapport à ces contrôles de frontières et demandait une meilleure coordination. Donc là, il y a eu toute une série de résolutions du Parlement. Il y en a eu une en juin 2020, il y en a eu en septembre, il y en a eu en novembre. La Commission européenne aussi, dès le 13 mai, a proposé aux États membres de l'espace Schengen de rouvrir les frontières. Donc, vous voyez, toutes ces prises de position, elles ont eu lieu, mais au final, c'est l'Union européenne, ce sont les États membres qui détiennent la clé. Maintenant, il y a la question du certificat vert numérique qui est sur la table. Donc, on va voir comment. Il y a une proposition qui a été faite par la Commission européenne. Maintenant, il faut voir comment elle va être acceptée par les États membres, parce que c'est eux qui restent maîtres du jeu. Alors, il y avait aussi la Commission européenne a aussi travaillé sur une harmonisation comment dire, de la carte européenne qui indique comment les régions sont touchées par le Covid, voilà, pour que ce soit les mêmes critères partout de classement des régions. Enfin, bon, mais là, on a ces infos au niveau européen, mais évidemment, là aussi, les mesures nationales restent fortes. Hein. Donc, l'impact le plus important pour notre frontière et surtout pour notre bassin de vie, on va dire, ça a été l'impact socio-économique plus lié à la vie quotidienne des citoyens. Donc, les citoyens du bassin de vie transfrontalier, vraiment de transfrontalier d'hyper-proximité, et faisaient leur vie quotidienne de part et d'autre de la frontière. Donc, c'est leurs courses, leur vie familiale, leur vie sociale, leur vie culturelle. Et d'un jour à l'autre, ils ont vu complètement interrompu ces vies. Et je pense que ça a été le plus grand impact, on va dire, au niveau de la fermeture de la frontière et de vraiment cette période d'incertitude concernant la frontière. Et concernant les secteurs les plus affectés, donc moi, là, comme ça, je pense au commerce des frontières. Donc, les commerces des frontières qui compte la clientèle, le 97% des clients des Ventas, donc des clients des frontières et navaraises et des Guipuscoa, sont de l'autre côté de la frontière. Du coup, pendant toute la fermeture stricte de la frontière, il n'y a pas eu de clientèle.
Et là, même si la frontière est ouverte, entre guillemets, et les mesures sanitaires prises de part et d'autre et l'incertitude un peu par rapport au mouvement et au déplacement transfrontalier font que les commerces transfrontaliers a vraiment vécu et vit toujours une crise totale. D'accord. Disons qu'il y a eu une fermeture de la frontière pour des raisons sanitaires, donc il y avait des possibilités de traverser la frontière essentiellement pour des raisons professionnelles. Donc il y a eu pas mal de... Ce qui a été le plus empêché, c'est la vie sociale, et je dirais presque la vie affective, quoi. C'est-à-dire il y a des couples qui ont été séparés, des gens, les citoyens transfrontaliers ont véritablement une vie transfrontalière, hein. C'est-à-dire ils font les courses d'un côté de la frontière, ils travaillent de l'autre côté de la frontière, ils ont des loisirs d'un côté de la frontière de l'autre. Et là-dessus, il n'y a pas eu véritablement de dérogation, je dirais, pour l'aspect vie quotidienne. Quelque part, la vie professionnelle elle a pu continuer son cours. Ce qu'on peut regretter d'une certaine manière, c'est qu'il n'y ait pas eu de prise en considération de l'espace transfrontalier dans les logiques de contrainte de la mobilité. En France, on a eu un périmètre de 100 km. Au sud de la frontière, on avait des périmètres qui correspondaient soit aux députations, soit même au périmètre municipal par rapport à ça. Donc il n'y a eu aucune approche qui a pris en considération le contexte transfrontalier, et ça on peut le regretter. Oui, il faut que ce soit un bassin de vie. Oui, ce serait prendre en considération le fait de l'existence d'un bassin de vie transfrontalier. Et dans ces mesures de confinement, il n'a très clairement pas été pris en considération. Le seul élément qui a été pris en considération, c'est le caractère professionnel, avec des autorisations de mobilité professionnelle qui ont été autorisées. Mais il n'empêche que ce n'est pas obligatoirement, je dirais, sur notre frontière en tout cas, la part la plus importante. Sur la frontière franco-espagnole, et pas que sur la frontière de notre région, il y a très peu de mobilité professionnelle, en comparaison avec des frontières comme la frontière franco-belge, la franco-luxembourgeoise, voire la franco-suisse, la franco-allemande. Il y a très peu de mobilité professionnelle, liée au fait que le niveau économique des deux côtés de la frontière est le même, et le PIB par habitant, par tête, est quasiment le même, et il reste aussi des problématiques d'enjeux de capacité à travailler dans la langue du voisin. Yo cuando empecé aquí a trabajar como alcalde no me preocupaba del tema fronterizo, la verdad. Pero con estas dos medidas de controles transfronterizos me ha tocado hacer muchos salvoconductos, digamos, a trabajadores, también a agricultores, que aquí de un lado y en el otro lado pues vienen del otro lado a hacer las hierbas aquí, a hacer trabajos específicos. Sí, me ha afectado bastante, y también incluso he tenido que actuar en algunas veces personalmente, de subir al paso fronterizo y hablar con la policía, sí me ha afectado. La verdad que es una cosa nueva, digamos, para mí también. Biziki zaila da, ni nire kasuan irakaslea naiz. Nire ikasle batzuk Irunen bizi dira. Orduan, egun batzuetan ikasleak ez da etorri eskolarat. Gurasoak lanean ari dira hegoaldean, horrek suposatzen du entseiatu behar zirela aurrak bideaturaino ekartzea, eta gero behitz itzultzia euren lantokira joateko. Hori ezinezkoa zitzaien denbora hori hartzia egunero goiz eta aratsaldetan etzen posible, orduan aurrak etxean egon dira. Eta ez hori bakarra gure familientzat ere, mugaz bialdetan lanean ari garenak askotan familia ere alde batean eta bertzaldean dugu. Orduan nire kasuan egonen nire ama 3 hilabetez ikusi gabe eta saran bizi da. Eta lanera joaten almintzen, baina amari bisita egitera ez. Eta hori psikologikoki biziki pisua da.